Monsieur Bienvenu, Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. merci aussi pour l'accueil. Non, c'est un plaisir. Oui. C'est un plaisir. Avant de commencer la conversation, je suis quand même curieux. J'aimerais qu'on informe l'audience, qu'on parle un peu de votre histoire. Vous venez de Kony, n'est-ce pas? Mais au-delà de tout simplement venir de Kony, qui est Bienvenu? Comment a été votre enfance? Ok, donc Bouliaminu, c'est quelqu'un qui a effectivement grandi à Kony, comme vous l'avez notifié. Donc je suis né d'ailleurs là-bas. J'avais étudié jusqu'à mon BEPC à Kony. Donc après mon BEPC, j'étais orienté au lycée technique de Maradi, où j'ai eu l'opportunité de décrocher le bac E et Ok. aussi un BEPC en mécanique, on appelle mécanicien monteur, donc en mécanique monteur. Donc avant de rejoindre l'école des mines. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, j'ai eu la chance d'avoir une enfance qui est très très active au vu de la personne avec qui j'ai grandi. En fait, il faut noter que j'ai grandi avec ma grand-mère depuis l'âge d'un an. Un an. Donc, c'est une dame super active, tout le temps travail. Et donc, moi déjà, quand j'ai ouvert mes yeux, quand j'ai commencé à comprendre la vie, j'étais dans le travail en fait. Déjà, mes yeux sont ouverts dans le travail parce que c'est une dame qui, tout le temps, travaille, donc elle n'a pas de temps libre. Que son âme repose en paix. Elle est décédée il y a juste 3 ans, à l'âge de 90 ans. Mais jusqu'à son décès, c'est une dame qui ne souffrait d'aucune maladie, genre le diabète ou la tension, par le fait que tout le temps, elle mouille le maillot. Donc, elle avait beaucoup d'animaux domestiques, et donc sur lesquels on travaillait énormément. Donc, c'est moi qui partais amener les herbes, les pailles. Et puis, quand il s'agit aussi de ramasser les bouses de ces animaux, c'est moi qui gérais tout ça, que ce soit les jours ouvrables ou les week-ends. Donc, quand ça arrive, les jours ouvrables, parfois, je pars même pas à l'école. Wow. Et le week-end aussi, donc, c'est pratiquement tout le temps, on le fait. Et il faut les transporter sur brouette à plusieurs kilomètres pour l'amener carrément en brusque, en fait. Mais vous étiez seul avec la grand-mère à l'époque? Oui, j'étais seul avec la grand-mère à l'époque parce que, comme je vous ai expliqué, c'est une dame qui est dure. Elle a plus de 20-30 petits-fils dans la ville de Kony. Mais personne ne voulait rester à côté d'elle à cause du travail, en fait. À cause de sa rigueur? Oui, à cause de sa rigueur. Parce qu'en fait, ses petits-fils ont plus peur d'elle que de leurs propres parents. Dans plus de 20 petits-fils, vous étiez le seul. Mais pourquoi vous restiez avec elle? Bon, parce qu'en fait, moi, depuis l'âge d'un an, elle m'a récupéré auprès de ma maman. Donc, du coup, je suis resté avec elle. Et donc, comme je suis habitué, donc après, malgré toute la galère du travail, en fait, je suis m'adapté. Hein. C'est un truc, on va dire, instinctif. Voilà. Donc, pour moi, c'est devenu normal. Et voilà, on travaille tout le temps ensemble, tous les jours, tout le temps. Et donc, quand même, elle m'a inscrit à l'école. Elle disait, bon, elle m'a juste inscrit à l'école pour aller savoir lire et écrire. Et puis après, elle va m'acheter une voiture, je vais faire les transports. Donc, c'est juste ça son calcul. Ouais, en fait, si j'ai compris, selon elle, la vie, en fait, on n'a pas forcément besoin d'aller cravacher à l'école. Oui, non. En fait, même quand elle me voit parfois prendre le cahier pour réviser, elle dit non, jette-moi ça. Moi, je suis riche, j'ai jamais été à l'école. Et donc, effectivement, l'histoire qu'elle me racontait, c'est qu'au moment où on voulait mettre les gens à l'école à l'époque de son bas âge là, quand on était venu chez sa mère lui demander de l'amener à l'école, sa mère l'a caché sous le lit. Et sa mère disait qu'elle n'a pas d'enfant. Et donc, voilà comment elle a pu échapper à l'école. Et elle dit, bon, Dieu merci. Et donc, en fait, c'est une dame qui elle-même, en fait, n'a pas eu la vie facile. Parce que elle disait avant sa naissance, son papa était décédé. Et donc, quand elle était née, elle était avec sa maman. Et donc, entre-temps, sa maman est partie se marier dans une autre famille où elle est venue avec elle. Et donc, il y avait des garçons quand même qui étaient un peu plus âgés qu'elle dans la famille. Elle était pratiquement la plus petite. Mais elle a trouvé que c'est une famille où aussi il y a beaucoup de travaux domestiques parce que à l'époque ils avaient aussi beaucoup d'animaux, donc qui appartenaient au papa, le responsable de la grande famille.
Et donc, le même travail que je faisais, elle l'a aussi vécu parce qu'elle me disait qu'en fait, tout ce qui est les bousses des brebis, des vaches, des ânes, donc ce sont eux qui ramassaient ça et puis ce sont eux qui partaient en brousse pour faire pour amener les herbes, les pailles avec les garçons de la maison. Et donc, elle me disait qu'en fait, chaque matin, très tôt le matin, il faut ramasser les bousses de vaches dans la famille pour amener très loin, donc à plusieurs kilomètres. Et donc, à chaque fois, elle, comme le papa de la maison a remarqué qu'elle était la plus active, on lui donne plus de bousses pour ramasser. Ok. Ouais. Et encore, en fait, ce qu'elle ramasse pour elle avant les garçons. Et donc, quand elle finit de ramasser pour elle, elle dit au papa, elle est fière, en fait, c'était une fierté pour elle, elle a fini. Et le papa dit, bon, tu as vu les jeunes hommes là, jusque-là, ils n'ont pas encore fini pour eux, donc vas-y encore les aider. Et donc, c'est comme ça, encore, elle finit sa part, elle part les aider à ramasser pour eux. Pour eux aussi. Et donc, sauf qu'elle m'a dit, à la fin de la journée, parce que c'est les familles de l'époque, quand on préparait, par exemple, la viande, on appelait les enfants, chacun, on lui donnait sa part. Et donc, elle dit, au moment où on fait ce partage, cette distribution, la part que le papa lui donne dépasse de loin la part des autres garçons, en fait. Et il dit pourquoi? Parce que c'est elle qui travaille plus que même les garçons. Et donc, il me disait, c'est ça qui lui a permis de comprendre que dans la vie, en fait, les meilleurs, ou bien les gens qui travaillent plus, sont récompensés par rapport aux fainéants. Et donc, c'était ça le déclic pour elle qui lui a permis de se battre, de se réaliser et d'avoir accompli de grandes réussites. J'aime bien l'approche, en fait. C'est un peu parce que on est en train de récompenser l'effort. Oui, tout à fait. Nous, par exemple, quand on observe notre société, je pense que notre plus grand mal, c'est que la majorité nous sont fainéants. On n'aime pas travailler. C'est-à-dire, au-delà même du travail physique, même le travail intellectuel, des fois, je vous garantis que les gens n'aiment pas le faire. Exact. Mais qu'est-ce que ça vous a fait de grandir avec une dame qui est aussi bosseuse que votre grand-mère? Oui, en fait, ça m'a forgé. Ça m'a forgé parce qu'en fait, je peux dire que toute ma vie, jusqu'en classe de 3e, j'ai bossé grave. En fait, c'est comme si vous avez une formule en physique ou bien vous avez un exercice de physique, donc que vous étiez en train de résoudre. Vous allez d'abord, dans un premier temps, démontrer une formule. Et donc, quand vous finissez de démontrer la formule, on fait ce qu'on appelle AN, application numérique. Et donc, c'est en ce moment-là qu'on va remplacer la formule par les chiffres pour pouvoir trouver le résultat final. Donc, c'est comme si, en fait, mon enfance, c'était la formule, en fait. Et donc, après mes études, là, c'est juste l'application numérique de ce qui a été la base, en fait, de comment j'ai été forgé. Et donc, je me rappelais même les jeunes enfants de mon âge à l'époque dans mon quartier, ils me traitaient d'esclave, quoi. Pour eux, ils n'arrivaient pas à comprendre comment un enfant comme ça va accepter de rester travailler tout le temps comme ça, jour et nuit. Vous voyez, le week-end, les jours. À ce point, voilà, c'est ça, étant très jeune. Mais bon, moi, je suis, on va dire, je suis né avec, parce que depuis que je commençais à comprendre le monde, je la voyais travailler. Et je travaillais avec elle. Donc, on travaillait tout le temps, tous les jours. Donc, en fait, vous n'aviez même pas cette définition du mot fainéant, quoi. Oui, non, moi, je connais pas ça, en fait. Moi, je connais pas ça parce que c'est ça qui a fait qu'en fait, quel que soit moi là où je pars, je cherche toujours à faire quelque chose qui est la chose la plus difficile. Je me rappelais quand on était orienté au lycée technique de Maradi. Donc, arrivé au lycée technique de Maradi, j'entendais les gens parler des séries G, série F3, série F1, série E. Et donc, moi, ma première question, je disais, quelle est la série la plus difficile? Où là, quand on part, ça va chauffer. Et donc, les anciens nous ont dit que non, la série E, quand même, elle est très dosée en mathématiques. Et donc, c'est une série où là-bas, ça bosse grave. Et donc, je m'étais dit que moi, je ferais la série E. Et vous aimiez ça? Oui, oui. Donc, en seconde, j'ai carburé. Et donc, j'ai été orienté en série E, voilà. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé en E. Et donc, quand j'avais eu mon BEPC, parce que c'était une époque où j'allais abandonner la grand-mère, donc, quand elle a appris que j'ai été orienté au lycée technique le jour-là, elle a tellement pleuré qu'elle m'a fait trop pitié, parce que elle a dit qu'en fait, la seule personne qui était patiente, qui était restée avec elle durant tous ces travaux qu'on faisait, c'était moi. Et donc, si moi je pars, là, c'est fini. Elle ne pourra plus avoir quelqu'un qui pourra l'aider pour ses travaux. Et donc, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a vendu la grande partie du troupeau. Oui, elle a vendu la grande partie du troupeau. Et elle a amené aussi les restants chez les bergers au village là-bas. Mais comme elle peut pas rester sans rien faire, elle a gardé juste quelques animaux.
Donc, parce qu'elle dit que ce sont ses amis, quoi. Elle est tout le temps avec eux, et donc elle travaille avec eux. Et c'est comme ça que, en fait, j'étais parti de l'autre côté au lycée technique, en fait. Wow. Oh là 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 là. Quelle chance. En fait, c'est vraiment une chance unique que vous aviez d'avoir grandi avec quelqu'un qui a autant de rigueur dans toute sa vie. Ouais. Mais alors, là, c'est une question qui me venait tout naturellement, c'est-à-dire, vous travaillez beaucoup, mais en même temps, vous partiez à l'école. Ouais. Comment vous arrivez à gérer les deux? Est-ce que vos notes à l'époque ne subissaient pas un choc? Oui, en fait, l'école, quand même, on va dire, hein, c'était un peu difficile, hein, parce que quand vous n'êtes pas concentré à l'école, c'est pas évident que vous ayez de très bons résultats. C'est ça. Donc, je peux dire qu'à l'école primaire, mes résultats n'étaient pas du tout bons, quoi, parce qu'en fait, il y avait plus de travaux à la maison, et donc moi-même, je préférais plus travailler à la maison que d'aller à l'école. C'est vrai que bon, j'arrivais, c'est pas tellement compliqué, mais j'arrivais à aller, mais mes résultats n'étaient pas au point. Je me rappelais quand même, surtout en classe de CM2 où c'était autre chose. Donc c'était complètement catastrophique parce qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup d'animaux, il y avait beaucoup d'activités à gérer. Et donc en classe de CM2, je me rappelais bien, je suis admis au certificat avec juste ce qu'il faut avoir pour admettre. Donc quand j'avais fait le levé plus tard, parce qu'il fallait avoir 110 points sur 140 pour être admis. Et donc je suis admis à mon CFPD avec 110 points. Donc juste ce qu'il faut avoir pour aller pour admettre, quoi. Oui, juste. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de challenges, tout ça, et donc du coup, voilà, on se concentrait plus à la maison que d'aller de l'autre côté. Et donc du coup, tout le monde pensait que quand je vais encore aller au collège, je risquerais peut-être même d'être renvoyé parce qu'en fait, le résultat risque de ne pas suivre au vu de ce qu'on vit à la maison, quoi. Donc, mais bon, par coup de chance, hein, au collège, c'est vrai, au collège aussi, il y avait ces mêmes challenges. Mais la chance que des matières comme les maths, comme les physiques, quand vous arrivez à comprendre en classe, et donc du coup, même si vous n'avez pas à bosser à la maison, en fait, vous pourrez vous trouver facilement, en fait. Oui. Et donc du coup, ce qui a fait qu'en fait, en maths physique, donc j'ai cartonné. Et donc, on va dire... Ça vous sauvait. Voilà, ça me sauvait. J'ai bouclé le compteur, quoi. Donc, du coup, malgré que de l'autre côté, il y a du boulot, mais au moins, ces matières, j'arrivais à boucler le compteur. Et donc, du coup, les autres, on complète. Et puis, bon, voilà. Voilà. Et après votre bac? Voilà. Donc, après le bac, je me suis retrouvé à l'école des mines. Donc, où j'ai fait le bac +3 en maintenance industrielle, donc qui est l'électromécanique. Et donc, arrivé aussi à l'EMIC, comme on est toujours, en fait, on va dire, passionné des défis. Donc, arrivé là-bas, j'ai demandé c'est quoi l'option la plus difficile. En fait, vous ne cherchez pas l'option où, par exemple, on peut gagner plus d'argent après. Non, moi, je cherchais pas. Juste là où il y a du challenge. Oui, parce que, en fait, déjà, moi, j'étais sorti du challenge. Pour moi, le travail, ça va venir de façon naturelle. Et donc, juste, je cherchais à savoir, pour moi, la série la plus difficile va donner plus d'opportunités. C'est vrai que c'est pas le cas. Okay. Mais bon, en tout cas, moi, dans ma tête, à l'époque, parce que bon, j'avais personne pour me guider, hein. Donc, voilà. Pour moi, c'est de faire la série la plus difficile. Ou bien l'option la plus difficile. Et donc, c'est comme ça qu'à l'EMIG aussi, on m'a dit, bon, voilà, c'est telle option qui est la plus difficile. Et donc, j'ai fait le tronc commun. Donc, après le tronc commun, j'ai majoré. Donc, j'étais le premier de la classe. Et donc, de façon naturelle, j'étais allé vers l'option qu'ils disent que c'est la plus difficile. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé... Et vous êtes bien débrouillé là-bas? Oui, bien sûr. Donc, avec des 15-16 de moyenne, quoi. Voilà. Okay. Oui, de façon naturelle. Donc, c'était comme ça que je me suis retrouvé à faire ou bien à obtenir le DTS en maintenance industrielle. Ok. Ouais. Mais j'aime bien aussi, par exemple, que vous m'en tirez l'aspect, le fait que vous bossiez des fois pendant vos études. Moi, je connais des gens, par exemple, normalement, ceux qui font les écoles techniques, ils ont l'opportunité, en fait, des fois, de travailler peut-être avant le bac, des fois juste avec le bac. Est-ce que vous avez vécu une expérience similaire ou bien pendant vos études à l'EMIC? Non, j'ai pas. En fait, le seul travail que j'ai eu à faire, je pense, mais c'était un stage. C'était un stage après ma deuxième année. J'étais à Kony pour les vacances. Et donc, je me rappelais, il y avait, à l'époque, j'aimais beaucoup le cours d'électronique, l'électronique de base.
donc tout ce qui concerne les réparations des appareils électroniques. Et donc, étant à Kony, j'étais parti chez un réparateur voilà, traditionnel, on va dire. Donc, j'ai eu à faire 1 mois de stage avec lui, qui n'a pas été à l'école d'ailleurs. Hein. Okay. Mais bon, ça m'a permis quand même de pouvoir tester les composants comme les transistors, les résistances et consorts. Et donc, les gens se voyaient ça un peu bizarre. Parce que pour eux, ils disent quelqu'un qui est parti étudier, il a fait lycée technique, il a fait, voilà, il est à l'école de mines et il vient chez un tel, un réparateur qui n'a jamais été à l'école, donc pour apprendre des choses. Bon, moi, je savais ce que je faisais, donc parce qu'en fait, c'est des cours que j'avais fait et donc je voulais un peu approfondir en temps de pratique, raison pour laquelle j'étais parti au lieu de rester comme ça. Donc, comme j'avais un peu de temps et donc du coup, j'ai profité pour apprendre comment se fait la pratique d'un point de vue électronique. Ok, vous avez vos objectifs. Voilà, exactement, c'est ça. Okay. Et donc, du coup, parce qu'en 3e année, maintenance industrielle, il faut aller faire le stage de fin de cycle. C'est à l'issue du stage de fin de cycle que vous allez revenir pour faire la soutenance d'abord, et puis on vous donne le diplôme. Et donc, à l'époque, on était 7 dans notre option, si je me rappelais bien. Donc, maintenance industrielle. Donc, on attendait les places de stage. La Somaïr, à l'époque, nous a offert une place de stage. Ok. La Cominac nous avait offert 5 places de stage. La Braniger nous avait offert aussi, je pense bien, une place. La Nigélec nous avait offert 8 places. Et je pense même la SNE aussi nous avait offert, je pense bien, 7 à 8 places. Mais étant donné qu'en fait, les étudiants, ils préfèrent plus aller au nord. Donc, même s'il y a des places par là, les gens vont te dire non, qu'ils vont aller faire le stage au nord parce que c'est là-bas qu'on apprend plus. Et donc, c'est comme ça que le chef de département a dit, bon, de façon naturelle, le premier de la classe, en fait, c'est lui qui va aller à Somaïr. Donc, comme on a une place pour Somaïr, donc le premier de la classe va aller faire le stage de fin de cycle à Somaïr. Du 2e au 6e, ils vont aller faire le stage à Cominac, donc les 5 personnes. Et la 7e personne, donc, va choisir là où elle veut aller faire son stage. Et donc, voilà. C'est comme ça que, voilà, je me suis retrouvé à Somaïr pour le stage de fin de cycle. Donc, arrivé à Somaïr, donc, j'étais surpris déjà de voir qu'il y a des bureaux. Il y a là où les gens peuvent s'asseoir pour manger, pour échanger, tout ça. Alors qu'à l'époque, de la façon dont on apprenait les sociétés minières, on nous disait que non, là-bas, c'est du travail, 150%, 200%. Il y a même pas de temps libre, quoi. Donc, j'étais surpris de voir qu'il y a même des bureaux qui existaient, tout ça. Et donc, le premier jour où on m'avait amené, on m'avait présenté au contremaître de l'atelier maintenance industrielle. Et donc, avec les autres responsables qui étaient avec lui. C'est un stagiaire qui venait de l'EMIG. Donc, il est venu pour 2 mois. Et donc, le contremaître a dit, OK, donc, il va faire les 2 mois. On va lui donner son thème de stage. Et donc, il travaille du lundi au vendredi. Et donc, moi, tout de suite, j'ai dit au contremaître, bon, oui, du lundi au vendredi, mais comme moi, je n'ai que 2 mois, si vous permettez, j'aimerais encore travailler le samedi et le dimanche parce qu'il y a des équipes, en fait, qui font la maintenance de l'usine le samedi et le dimanche. Et donc, les autres responsables qui étaient avec le contremaître, ils étaient surpris. Ils disent non. Mais en temps normal, les stagiaires, même les jours ouvrables, ils chômaient, quoi. Ils venaient pas matin, soir, ils chômaient. Et vous voulez venir, c'est vrai, vous voulez venir samedi, dimanche? J'ai dit oui. Et le contremaître a dit, bon, laissez-le, hein. Donc, comme il veut apprendre. Donc, voilà, il faut le laisser profiter et puis on va voir. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler du lundi, voilà, au dimanche soir. Sauf qu'en fait, je travaille pas sur mon thème. Le thème qu'on m'a donné, je travaille les nuits quand je rentre à la maison, donc à la cité. Les nuits, je travaille sur mon thème. Mais les journées, je suis les équipes de maintenance pour aller faire les dépannages. Juste pour aller voir comment ça se passe. Voilà, pour aller travailler avec eux. Donc, pas pour voir comment ça se passe, mais plutôt pour travailler parce qu'on bossait avec eux. Donc, on tenait les clés, on faisait les dépannages donc avec eux. Et donc, du coup, c'était pour 2 mois, il fallait maximiser. Maintenant, entre-temps, je pense bien 2 semaines ou 3 semaines après ça, il y a une place qui s'est libérée dans le même service. Et il fallait recruter un agent de maîtrise qui a Bac+3. Et donc ça, c'est de façon naturelle. Le contremaître a dit, mais le jeune qui est là, on va pas chercher... parce que vous êtes bosseur, vous aimez travailler. Voilà. Donc, et je pense que ça, c'est l'un des plus gros soucis, l'un des plus gros challenges que les gens ont dans les sociétés. C'est-à-dire, franchement, et ça, je me répète encore, les gens n'aiment pas travailler. Oui, tout à fait. Et vous, c'est l'occasion idéale. Quelqu'un qui est là, qui bosse même les samedis, dimanches. Franchement, on prend. Oui, tout à fait. Même si c'est moi, je prends. Oui, tout à fait. Donc, le contremaître a dit tout de suite, bon, donc voilà, le jeune qui est là, donc on le recrute. Donc, je me rappelais,
Voilà, à 22 ans déjà, tu commences à travailler avec une équipe tu vas diriger une équipe de 50 personnes. Wow. Voilà, donc voilà, c'est énorme. Mais c'est un grand challenge aussi et il fallait le faire. Et donc après, j'ai juste eu le temps d'aller faire la soutenance. Donc, ils m'ont permis le temps d'aller faire la soutenance et revenir continuer. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le premier job et c'était le déclic qui a permis au destin de se réaliser, en fait. Donc, vous, en fait, avant de finir, avant de soutenir, vous saviez déjà là où vous allez partir? Oui, j'étais déjà dans le travail, en fait. Voilà. J'étais déjà sur le poste. On m'a juste permis un temps pour aller faire la soutenance, revenir continuer. Et donc, voilà comment le destin a démarré d'un point de vue carrière professionnelle. Je vous arrête une petite minute. Si vous appréciez la qualité de cet épisode d'Excellence Podcast, que ce soit le son, l'image ou l'identité visuelle, sachez une chose, tout est fait maison. Ce podcast est une production originale de Adax et ce niveau d'exigence qu'on s'applique à nous-mêmes, c'est exactement ce qu'on déploie pour nos clients. Trop souvent, les entreprises séparent tout. Un freelance pour le logo, une agence pour le site web, une autre équipe pour les vidéos et la communication finit par partir dans tous les sens. Chez Adax, on centralise tout pour garantir votre impact. Si vous voulez lancer votre business, on conçoit votre identité visuelle complète avec les supports de communication qu'il vous faut. Si vous voulez lancer un produit, on crée votre site web sécurisé avec la stratégie marketing qui vous convient. Si vous avez besoin de visibilité, on réalise vos films institutionnels, vos spots publicitaires et même vos animations et motion design. On ne vous offre pas juste un service, on devient le seul partenaire dont vous avez besoin pour votre communication. Alors, si vous voulez passer du bricolage à l'excellence professionnelle, simplifiez-vous la vie, confiez votre projet digital et audiovisuel à une seule équipe experte, Adax. Le lien vers notre catalogue et nos contacts est juste dans la description. On a hâte de voir ce qu'on peut créer ensemble. Allez, on reprend l'épisode. Racontez-nous l'aventure. Et donc, là aussi, c'était de gros challenges. Il y avait beaucoup de difficultés, il y avait beaucoup de choses. Mais bon, en fait, les difficultés font toujours grandir les personnes. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, les gens n'aiment pas travailler. Et donc, les gens n'aiment pas les difficultés. Donc, quand il y a des difficultés, les gens auront tendance à contourner. Or, quand il y a une difficulté et que vous battez, vous arrivez à la surmonter et ça devient en fait un accélérateur de réussite. Parce qu'en fait, ça vous propulse tout de suite à un niveau, par exemple, N+3 ou bien N+4, quoi. Alors qu'en temps normal, s'il n'y avait pas de difficulté, vous allez avancer pas à pas. Mais quand il y a une difficulté, dès que vous arrivez à la vaincre, en fait, vous allez avoir un accélérateur de mouvement. Et donc, du coup, vous allez passer à N+3. Et puis, bon, voilà. En tout cas, ça s'est très bien passé. J'ai eu à faire, je pense même, 2 ans sur le poste. Sauf que, durant la 2e année, j'étais le champion du Niger de concours de mathématiques. Et il fallait représenter le Niger au concours mondial de mathématiques à Paris. Et donc, je pense bien à l'époque, c'était Orano, donc à Areva, qui m'avait supporté étant leur agent pour pouvoir aller représenter le Niger au concours mondial de mathématiques. Donc, à la finale internationale de mathématiques qui a eu lieu à Paris en 2007. Et donc, j'étais le seul Nigérien. J'ai pu participer à la finale internationale. À l'époque, j'avais donc Bac+3 parce que c'est juste après le Bac+3, j'avais fait 2 ans à Somaïr en tant qu'agent de maîtrise. Et donc, je suis allé pour faire la compétition internationale. Et j'imagine que là-bas, c'est des têtes. Oui, non, là-bas, c'est autre chose. Là-bas, c'est autre chose. C'est des génies parce que, en fait, là-bas, il suffit pas de trouver. Il faut trouver très, très vite. Parce que là-bas, le temps, ça compte énormément. Même si vous avez 20 sur 20, en fait, on va regarder celui qui a remis sa copie avant vous. Donc, si vous deux, vous avez 20 sur 20 et que vous avez composé durant 3 heures, alors que l'autre monsieur, il a fait 2h30, c'est lui qui va être classé premier. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait cette compétition. Donc, quand vous arrivez déjà dans la salle pour vous mettre la pression, vous allez trouver votre nom gravé sur la table avec le drapeau de votre pays. Wow. Donc, et puis, en fait, les gens qui participaient à cette compétition, c'est docteur maths, docteur physique, docteur maths, docteur physique, 2A maths, 2A physique. Et donc, je me rappelais, quand les gens m'ont vu, ils m'ont posé la question, vous êtes docteur en maths ou en physique? Du Niger, j'ai dit non, que moi, j'ai juste un Bac+3 en maintenance industrielle. Donc, ils ont rigolé, quoi. En fait, parce que pour eux, ça n'a pas de sens, quoi, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu obtenir un cumul de 15 points, donc 15 sur 20, avec un rang de 8e mondial. Donc, avant moi, d'après l'historique... Donc, sûrement derrière vous, il y avait des doctorats en maths. Oui, beaucoup. Ils étaient tous derrière. Parce que la première épreuve, en fait, j'étais le premier
Donc, c'est la première épreuve que j'étais 14e, parce qu'il faut faire 2 épreuves en fait. Donc, la première épreuve, j'étais le 14e avec 5 sur 10. Et la deuxième épreuve, j'étais le premier avec 10 sur 10. Et donc, c'est le cumul de 2 qui ont donné les 15 sur 20 et qui avaient fait de moi le 8e mondial en mathématiques. Mais c'est énorme quand même. Oui. C'est vraiment énorme. Donc, tout de suite, en fait, j'avais eu des propositions pour aller faire les mathématiques jusqu'au doctorat, là-bas. OK. Mais là-bas en France? Oui, en France, oui, tout à fait. Mais étant donné que j'ai déjà un bac plus 3 en maintenance industrielle, je ne veux pas quand même le canceller pour aller aussi dans l'aventure des mathématiques, quoi. J'adore les mathématiques, j'aime utiliser les mathématiques, mais pas pour rester uniquement dans les mathématiques à vie. Donc voilà ce qui m'a fait basculer, donc pour aller faire le cycle ingénieur à l'école des mines. Et vous êtes revenu à l'EMIG? Oui, donc quand je suis revenu, à l'époque, Areva aussi était d'accord à 100% pour que je retourne faire 3 ans d'études. Et donc, en tant que leur agent, donc ils m'ont supporté pour que je parte faire 3 ans d'études à l'école des mines. Donc, ils ont dit, sauf que chaque vacances, sur les 3 mois, je dois venir bosser 2 mois. Et le mois de septembre, là, je suis free. Je comprends pas. Oui. Ils vous ont payé les études? Non, les études, en fait, c'était une bourse. J'avais une bourse aussi. OK, c'était une bourse. Oui. Mais quand vous avez votre salaire? Oui, j'ai le salaire, en fait. J'ai le salaire durant les 3 années. Et donc, les vacances, à partir du mois de juillet, août, je suis sur le site pour travailler 2 mois. Et le mois de septembre, c'est mon mois de vacances. Donc, je le prends. Et puis, après... Mais on arrive à avoir ça de nos jours? Oui, c'est une entreprise qui va dire, OK, vas-y étudier, mais tu as ton salaire quand même. Oui, bon, en fait, après, c'est pour revenir bosser dans la boîte. Parce qu'en fait, après, on te fait signer un certain nombre d'engagements. Puis après ton diplôme d'ingénieur, en fait, tu vas rester travailler chez nous au moins 5 ans. Voilà, avant de te barrer, quoi. Donc, en fait, généralement, ils font ça pour d'excellents profils. Actuellement, ça existe. Il y a beaucoup qui ont pu bénéficier d'un an de formation, 2 ans de formation, et qui sont retournés aussi pour bosser dans l'entreprise, quoi. C'est vrai, il y a beaucoup de profils que je connais. Par exemple, à un moment, ils ont commencé à bosser et après, ils continuent à l'école des mines de Paris. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai eu aussi cette opportunité quand j'ai fini le diplôme d'ingénieur en électromécanique, d'avoir fait plusieurs formations à l'école des mines de Paris pour une reconversion en ingénieur des mines, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et votre aventure à la Somaïr? Oui, voilà. Donc, c'était une belle aventure parce que la Somaïr est une grande école, hein. C'est une grande école. Quand tu sors de Somaïr, partout où tu passes, c'est vraiment le succès. Et donc, je me rappelais quand je suis allé d'abord pour faire le cycle ingénieur, avant même de finir le cycle ingénieur, donc je pense bien 3 mois avant, ils ont déjà déterminé le poste que j'allais occuper. Donc, on m'a informé que quand vous allez finir votre cycle ingénieur, voilà le poste que vous allez occuper. Et donc, et aussi, il fallait faire le mémoire. Sauf que là-bas, j'avais pris, comme déjà j'ai maîtrisé en fait beaucoup les installations, donc j'avais pris de l'avance pour prendre mon thème de mémoire depuis la première année. Et donc du coup, avant qu'on ne finisse même la 3e année pour aller faire le stage de mémoire, moi mon mémoire était déjà fini. Et donc du coup, au moment où on nous a donné 3 mois pour aller faire le stage de mémoire, moi directement, quand je suis venu, j'ai occupé le poste que je devrais occuper durant mes 3 mois de stage en fait, parce que le mémoire était déjà fini. Et donc déjà aussi 3 mois avant de partir, le poste était là déjà, il m'attendait. Et donc du coup, j'ai occupé le poste directement. Pour vous, c'était une suite logique. Voilà. Tout venait automatiquement. Par la grâce d'Allah. Écrit, quoi. Par la grâce d'Allah, tout venait de façon automatique et de façon naturelle. Et donc, c'est comme ça que j'ai occupé ce poste, je pense bien, de chef de division foration minage durant une année. Donc, c'était un poste quand même qui avait beaucoup de challenges. Et donc, par la grâce d'Allah aussi, le travail, comme on dit, le secret de la réussite, c'est le travail bien fait. Donc, par la grâce d'Allah, donc, je m'étais battu, j'ai pu relever ces défis. Donc, au bout d'1 an et demi, je suis passé à un autre poste de chef de division exploitation minière. Que j'ai occupé aussi pendant 1 an. Et donc, après encore, je suis passé chef de département mine à ciel ouvert, que aussi j'ai occupé durant 1 année. Donc, c'est un poste où tu es appelé à manager plusieurs centaines d'hommes. Et donc, mais que, en fait, là, il y a un élément très important qu'il faut signaler à ce niveau. Le jour où la direction m'avait appelé pour me signaler que, Bouliamine, vous allez occuper le poste de chef de département mine à ciel ouvert.
Là, le jour-là, c'était un choc, en fait, pour moi. Donc, parce que j'avais 29 ans. Imaginez, à 29 ans, on vous appelle, on vous donne, on vous dit qu'on va vous confier l'un des plus grands départements de la Somalie que vous allez diriger. Et donc, du coup, après la rencontre avec la direction, quand je me suis retrouvé dans mon coin, c'est là que j'ai réfléchi pour dire que là, en fait, c'est le point final, quoi. Il faut que je quitte la Somalie. Ah oui? Oui. Parce qu'en fait, pour moi, à cet âge, j'atteins ce poste, mais après, qu'est-ce que je vais chercher encore d'autre dans l'entreprise? Et donc, du mais coup, chercher l'argent. Ouais, non, j'ai dit, du coup, c'est le point final. Donc, il faut juste voir comment manager ce poste durant 1 an ou bien 1 an et demi et se préparer pour aller vers d'autres challenges à l'extérieur du Somalie. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous êtes dans un poste où c'est stable. Oui. On allait même vous proposer des postes plus grands, donc il y a plus d'argent. Et vous quittez d'un coup comme ça. Oui, parce qu'en fait, déjà, moi, le jour où on m'avait annoncé que j'allais être le chef de département, le jour-là, je m'étais décidé aussi à quitter la Somalie. Parce que pour moi, mais pourquoi? Pour moi, à 29 ans, quand on occupe ce poste, c'est-à-dire que pour moi, c'était le maxi dans la boîte. Donc, à mon âge, si j'occupe ce poste, après, pour moi, dans ma tête, je vais rien rester chercher ici, mais il faut que je sorte pour aller vers d'autres challenges. Chercher de plus grandes ambitions. Voilà, pour d'autres challenges. Pas plus grandes entreprises, mais plutôt pour aller, trouver être plus ambitieux. Voilà, tout à fait, avoir plus d'ambition, parce qu'en fait, ici, j'ai bossé grave, par la grâce d'Allah, j'ai pu monter, et donc pourquoi ne pas encore aller chercher d'autres challenges encore plus costauds. Et donc, du coup, voilà, au bout d'1 an ou bien 1 an et quelques mois, donc j'ai déposé la démission. Quand j'ai amené la démission, personne ne s'attendait à cette démission. Oui, c'est pas logique. Parce que oui, c'est pas logique. Voilà, pourquoi vous allez partir? Parce qu'en fait, généralement, les démissions arrivent dans le cas où vous avez eu un autre poste. Bon, pour moi, c'est pas un poste. J'aimerais démissionner pour aller entreprendre. Donc, d'accord. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on comprenait pas, genre, vous avez un poste confortable, où vous avez un salaire qui varie entre 1,5 million à 2 millions, et vous êtes jeune, à 30 ans. C'est ça. Et vous voulez démissionner pour aller entreprendre. Et donc, les gens me disaient que non, mais l'entrepreneuriat, c'est un monde inconnu. Comment vous êtes sur un poste confortable, stable? C'est ça. En fait, vous savez, les gens, ils ont un peu peur de l'inconnu. Ils ont peur je sais pas, des risques. Et donc, dès qu'on parle d'entrepreneuriat, les gens voient que non, c'est juste incertain. Oui, tout à fait. En fait, si tu demandes conseil aux parents, ils vont te déconseiller d'aller entreprendre. Oui. Non, moi, j'ai pas demandé le conseil aux parents parce que quand tu demandes conseil, là, tu vas pas quitter, en fait. Tu vas pas quitter. Donc, j'ai eu la chance d'avoir fait déjà plusieurs missions à l'international et j'ai aussi eu l'opportunité de rencontrer plusieurs jeunes qui quittaient les bancs, qui quittaient l'école, mais qui ont fondé des entreprises qui n'ont pas cherché à ils n'ont pas cherché à être employés directement. Ils avaient le cerveau, ils se sont battus, ils ont créé des entreprises qui marchaient bien. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de croiser ces quelques personnes. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas moi? Je peux bien me battre aussi pour réaliser ces genres de rêves. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a poussé, c'est ce qui m'a en tout cas permis d'avoir déjà le déclic. Et donc, ça a coïncidé avec le fait que on m'avait promis à ce poste-là. Et donc, j'ai pris le poste, donc pour encore avoir plus d'outils. Et donc, je l'ai occupé sur 1 an et quelques mois. Après, il fallait partir. Donc, la démission, quand elle était venue, après, c'était un peu difficile. Il fallait échanger, il fallait discuter avec les gens pour voir comment ça va être managé, parce que vous n'allez pas, c'est un poste de responsabilité. Vous pouvez pas quitter comme ça, sans pour autant qu'on ait quelqu'un qui va assurer ce poste. Donc, je suis resté, je pense, bien 3 à 4 mois. Parce que la démission, c'était normalement en début janvier, mais suite aux discussions, elle a été validée le 1er février. Et donc, il fallait rester encore 3 mois. Donc, mars, février, mars, avril. Donc, à fin avril, normalement, c'est fini. Et quand même, moi, franchement, jusqu'à présent, j'arrive pas à comprendre. J'arrive vraiment pas à comprendre comment est-ce qu'on peut décider de quitter une boîte comme ça d'un coup. C'est-à-dire, vous aviez tout ce qu'il faut pour entreprendre selon vous. C'est-à-dire, vous étiez prêt dans votre tête? Oui, dans ma tête, j'étais très prêt. C'est vrai qu'en fait, ce que vous dites, si j'essaye, à ce moment, si j'essaie de réfléchir pour dire que si c'était la période là, là où je suis aujourd'hui, à la quarantaine où je dois quitter la Somalie, je n'allais jamais quitter en fait. Parce que plus vous montez en âge, plus vous prenez moins de risques en fait. C'est ça. Et donc du coup, moi j'ai dit à 30 ans, mais je vais aller entreprendre.
au cas où ça marche pas, je peux mettre à jour le CV et retourner sur le terrain d'emploi. Mais sauf que ça, c'est un plan X, quoi. Ça veut dire que moi, j'étais focus sur ce que je voulais faire. Et donc, dans ma tête, j'avais la ferme conviction que ça allait marcher. C'est vrai que j'allais rencontrer des difficultés, mais j'avais la ferme conviction avec mon engagement que ça pouvait marcher. Et d'ailleurs, j'étais en préavis, donc les 3 mois de préavis qu'il fallait faire avant de bouger. J'étais dans la période de préavis où j'avais obtenu déjà les 3 contrats ou bien les 3 prestations qui m'attendaient juste avant, qui m'attendaient juste à la fin du préavis. Donc, j'avais eu la prestation sur Samira, la société des mines de l'or, où d'ailleurs, j'avais eu des prestations sur 4 ans là-bas, après 2014. Et puis, en tant que consultant? Oui, en tant que consultant. Une prestation aussi au niveau de la Sonicha, donc voilà, à Tirozérine. Et une 3e prestation avec la Satom. Donc, les 3 déjà, je les ai acquises durant la période de préavis. Durant la période de préavis. Et donc, du coup, ça m'a mis déjà la pression parce que c'était le préavis. Mais moi, je voulais même, s'il y a une façon d'accélérer les 3 mois là pour les amener à 1 mois pour pouvoir partir, j'allais le faire. Je me rappelais quand même, il y a une anecdote. Je pense que c'était 10 jours avant la fin du préavis. Le directeur m'avait dit, William, sachez que si vous décidez même aujourd'hui de déchirer votre démission, on pouvait l'annuler et puis on continue comme de rien n'était, quoi. J'ai dit non, si même vous me permettez aujourd'hui, moi j'allais partir pour pouvoir gagner les 10 jours restants. Et donc il m'a dit non, bon, en fait, ils ont prévu une fête à mon honneur le 30 avril. Oui. Voilà, ils ont prévu une fête à mon honneur le 30 avril et donc du coup, je dois encore rester. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et donc je suis resté jusqu'au 30 avril. On a fêté le 30 avril. Voilà, les collègues étaient là, on avait bien échangé, c'était génial. Ils m'ont vraiment démontré toute leur amitié, toute la meilleure collaboration qu'on a eue avec eux. C'était vraiment super sympa. Et donc, quand on avait fini, je pense que c'était vers minuit ou bien 1h du matin. Donc, parce qu'il fallait quitter Arlit le matin à 5h. Et donc, à 5h du matin, j'ai pris le véhicule pour démarrer l'aventure Netracom. En fait, je pense que ça, c'est quand même assez intéressant. Parce que moi, je connais beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, mais en fait, concrètement, quand on les voit, on sait que eux là, ils ne peuvent pas tenir. C'est-à-dire, quand vous observez un jeune, par exemple, ou même peut-être vous-même à l'époque, quels étaient les signes qui vous montraient que oui, vous pouviez entreprendre? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un autre monde. Ce n'est pas comme le salariat où le salaire, il est garanti. C'est vrai que vous, parce que vous bossiez bien, vous avez des résultats. C'est-à-dire, quel que soit X, les prestations étaient là. Vous allez avoir des marchés. Mais l'entrepreneuriat, c'est un domaine, en fait, c'est de l'inconnu. Ouais, exact. C'est de l'inconnu. Et c'est un domaine, par exemple, qui te demande beaucoup de... Genre, il te faut great pour surmonter. Exact. Voilà. Exact. Quels sont les signes, selon vous, peut-être à mon niveau, que je peux être un bon entrepreneur? Oui, moi, à mon avis, à partir du moment où vous êtes engagé, quand vous êtes engagé, je pense bien que c'est le plus important. Parce qu'en fait, vous avez à notifier un élément qui est très important. La majorité des gens autour de nous, si vous remarquez, c'est des fainéants. Les gens n'aiment pas travailler. Et donc, dès que vous arrivez à faire un peu plus qu'eux, vous allez sortir du lot. Et les gens vont penser que vous êtes un génie, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, c'est juste que, en fait, vous êtes un peu plus pointu. Voilà, vous essayez de faire un peu plus. Et tout de suite, vous allez voir, si tous les lots étaient ici, dès que vous faites un peu plus, vous allez faire comme ça. Et donc, c'est fini. Et comme on dit au pays des aveugles, Voilà, donc c'est ça. Donc, du coup, vous n'avez pas à être en concurrence avec les gens, vous allez juste être en concurrence avec vous-même pour pouvoir juste se décoller du lot. Donc, en réalité, tant qu'on est capable de bosser un peu plus là, oui, c'est fini. On peut dès que vous êtes un peu plus pointu, voilà, un peu plus pointu que les autres. Attentif aux détails. Voilà. La rigueur dans le travail. Donc, tout de suite, vous allez vous retrouver à la surface, en fait. Voilà. Un autre élément aussi, par exemple, que vous n'avez jamais mentionné jusqu'à présent, c'est que l'argent n'a jamais été une motivation pour vous. N'est-ce pas? Oui. Dans tous vos postes, etc., c'était pas en réalité les millions que je me faisais par mois qui importaient, c'est la quantité de boulot qu'il y avait dedans. Selon vous, est-ce que c'est une mentalité que nos jeunes doivent avoir? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, ça c'est quand même une question très pertinente, ce qu'il faut savoir en termes d'argent, en termes de succès, ça dépend du chemin parcouru, en fait.
quand vous prenez quelqu'un qui est issu d'une famille de milliardaires, donc peut-être il est ici, ses parents c'est des milliardaires ou bien des millionnaires, donc il a tout ce qu'il faut. Et donc après, c'est facile pour lui d'avancer juste un peu. Parce qu'en fait, il va être épaulé par les parents, il va être épaulé dans son parcours, il va être épaulé même pour avoir un job ou bien pour être entrepreneur. Et donc, du coup, en fait, il va se décoller, peut-être il va être là, quoi. Donc, ça dépend du chemin parcouru. Mais il est déjà un peu au même niveau que ses parents. Voilà, il est un peu déjà. Il va profiter du networking de son papa. Voilà, tout à fait. Et donc, tout de suite, il peut réussir, donc se décoller un peu. Mais son chemin parcouru, en fait, il est comme ça. Alors que quelqu'un qui va démarrer ici, pour être là, vous voyez le chemin parcouru, en fait. Il a commencé à partir de rien. Voilà, à partir de rien, donc from the scratch, comme les Américains le disent. Et puis, il a évolué pour être là. Et donc, du coup, quand tu arrives à cette position, tu pourras jamais retomber à la case de départ. Parce qu'en fait, ça devient une partie intégrante de ton ADN. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas te retirer. Exactement, c'est ça, donc le capital humain. Donc, c'est effectivement les gens qui se sont battus de A à Z à partir du rien pour se réaliser. Alors qu'en fait, les autres là, ils avaient la dotation initiale. Et donc, ça leur permet juste de décoller un peu. Et donc, vous voyez leur chemin parcouru. En fait, il est très faible par rapport au chemin parcouru de quelqu'un qui a commencé from the scratch. Et donc, du coup, vous avez plus de fierté, en fait. Quand vous savez quand vous savez que vous êtes battu de A à Z à partir de rien pour être là où vous êtes aujourd'hui, c'est une grande fierté. Donc, en fait, la réussite, ce qu'il faut comprendre, la réussite ne dépend pas du nombre de millions que vous avez en banque, mais plutôt du chemin parcouru. Donc, plus votre chemin parcouru est important, plus vous sentez que vous avez réussi, plus vous avez une grande fierté, en fait. Donc, en réalité, la réussite, elle est liée à la fierté qu'on a. Exactement. Exactement. Okay. C'est intéressant. Exactement. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une théorie, par exemple, que vous développez depuis un certain moment, qui est le chemin de réussite. Oui. N'est-ce pas? C'est des réflexions que vous faites à votre niveau sur concrètement ce qu'est la réussite. Là, on a déjà vu un premier élément, c'est-à-dire le chemin parcouru. Oui. Mais dans votre réflexion, le chemin de réussite, il est fait de quoi et quoi? Le chemin de réussite? Oui. Bon, le chemin de réussite, en fait, il est composé de plusieurs éléments. Il est complexe d'ailleurs, comme je vous dis. Donc, je sais pas si il y avait un graphe sur lequel à un moment on avait bossé, ou quand vous allez voir le chemin de réussite, en fait, vous le voyez comme ça, comme étant facile, mais c'est quand vous rentrez que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de difficultés. Et comme j'ai eu à l'expliquer en fait au tout début, plus vous avez d'obstacles, plus vous arrivez à les vaincre, plus vous allez être propulsé en fait à des niveaux 1+3, 1+4. Parce que les obstacles, en fait, ce sont eux ou bien tels qui vous aident à aller plus vite. Parce qu'en fait, tout le monde, en fait, les gens n'aiment pas les obstacles. Et donc, du coup, si vous arrivez à vaincre un obstacle, tout de suite, vous serez propulsé sur votre chemin de réussite à 3 points, 4 points. Et donc, plus vous arrivez, vous aimez, vous adorez, vous êtes passionné des challenges, plus quand vous allez voir les obstacles, plus vous allez foncer dedans au lieu de les contourner, parce que quand vous contournez... C'est ce que la majorité des gens font, oui. Voilà, donc je me rappelais en fait qu'un penseur disait qu'il n'y a aucun chemin facile ne mène vers le succès. Donc le succès, c'est vraiment un chemin difficile. Voilà, c'est parce que si c'est facile, tout le monde allait réussir en fait. En tout cas. Voilà, tout le monde allait réussir. Tout le monde veut réussir. Donc si c'est facile, tout le monde allait réussir. Et donc, à un moment, tout le monde pense qu'il va réussir. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est quand c'est difficile et qu'effectivement vous êtes un combattant de travail acharné et vous allez suivre la voie normale. Et quand vous arrivez aux obstacles, vous vous battez pour les surmonter. Et puis, vous allez connaître ce que j'ai appelé les accélérateurs de mouvement, les accélérateurs de réussite qui vont vous propulser. Et donc, vous allez vous retrouver à un niveau supérieur. Dans votre théorie, vous parlez par exemple de dotation initiale. C'est ce qu'on a expliqué tout de suite. C'est-à-dire quelqu'un qui est né dans une famille où les parents sont déjà riches. Le papa, il a déjà un réseau. Il suffit de dire, je suis le fils d'un tel. Voilà. Et les portes s'ouvrent. On peut peut-être parler aussi de l'intelligence naturelle que la personne a comme dotation initiale. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? En deuxième position, on a le capital humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Le capital humain, en fait, c'est juste que, en fait, ce que j'expliquais, c'est là où c'est l'humain lui-même, c'est son capital intrinsèque à lui, qui lui permet, en fait, d'évoluer de A à Z, quoi, from the scratch. Donc, à partir de rien, mais derrière avec un combat acharné. Parce qu'en fait, c'est quoi la réussite? La réussite, en fait, comme on dit, quand la détermination marie la compétence, elles n'enfanteront que la réussite. Donc, plus
vous avez la compétence, vous avez la détermination, vous mettez les deux ensemble, ce qui vous avancez. Et là, rien ne peut vous empêcher de... Oui, voilà. Donc, du coup, le capital humain, vous avez la compétence, vous avez la détermination, vous matchez les deux, mais vous êtes propulsé tout de suite, en fait. En troisième position, vous parlez du combattant émotionnel. Oui, le combattant émotionnel, en fait, bon, lui, c'est carrément sur l'aspect que j'ai appelé ça, je pense bien, quotient émotionnel. Okay. Et donc, c'est déjà le combattant qui peut-être n'a même pas eu la chance d'aller à l'école, mais que lui, il s'est battu pour faire des petits jobs déjà de le bas âge, parce qu'en fait, lui, tout de suite, il va comprendre que même si tu pars à un niveau supérieur, tu arrives à finir tes études, la finalité, tu dois aller chercher l'argent. Oui. Mais donc, lui, dès le bas âge, il a compris ça. Et donc, il commence déjà à chercher l'argent, alors que lui, il n'a même pas étudié. Et donc, du coup, peut-être, toi, tu vas mettre 30 ans, ou bien 20 ans, 15 ans pour aller étudier. Lui, déjà, dans les 10 ans, 15 ans, là, le patrimoine qu'il va développer, c'est autre chose. Et donc, parce qu'en fait, lui, déjà, il a appris. Il a appris sur le terrain déjà directement. Et donc, du coup, la grande fierté, c'est qu'un beau jour, c'est lui qui va t'embaucher, en fait, après avoir fini tes 15 ans ou 20 ans d'études, tu vas revenir et il va t'embaucher, en fait. Donc, ce qui est ironique quand même, parce que nous, on nous a toujours prêché que l'école, c'est le seul chemin de la réussite. Tout à fait. C'est-à-dire finir, obtenir des diplômes et puis tu seras quelqu'un demain. Pourtant, on a plein de cas. Bon, nous, dans les histoires qu'on nous raconte, on dit que, par exemple, Dangote, il a commencé avec quoi? Avec un prêt. Le cas de Stéki ou du Moussa ou Stéki. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont commencé avec vraiment des petits boulots. Oui, tout à fait. Des gens qui n'ont pas perdu du temps à l'école, mais qui sont tellement concentrés, qui ont cette détermination dont vous parliez, et avec un peu de compétence, il suffit de faire un peu plus. Et c'est ça maintenant qui sont des milliardaires. Oh, tout à fait, tout à fait. En fait, en termes de réussite, ils deviennent la référence. Oh, tout à fait, exactement. Mais bon, c'est toujours bon d'étudier quand même, hein. Même si, voilà, il y a des gens qui ont pu se réaliser à travers ce chemin du combattant émotionnel. En fait, à mon avis, c'est important d'être formé, parce que plus vous avez la formation, plus vous allez avoir des outils qui vont vous permettre d'être plus pointus et qui vont vous aider à progresser avec une grande fierté. Et je pense que là, quand même, c'est intéressant qu'on en parle, parce que les parents de nos jours, ils envoient leurs enfants étudier dans un domaine en fait qui a du potentiel, n'est-ce pas? Or normalement, et ça c'est ma logique à moi que j'ai développée depuis un moment, c'est-à-dire on voit ce que par exemple les intérêts que l'enfant développe. Si ce qui l'intéresse c'est la mécanique, n'est-ce pas? Dès son petit âge, il aime bricoler, il aime peut-être démonter la voiture du papa, etc., etc. Dès là, on peut choisir là où il va aller. Mais un enfant par exemple qui aime bricoler les voitures et puis on l'envoie faire le droit. Ça n'a aucun sens. Et c'est finalement quelqu'un qui ne va pas être totalement à l'aise. Et même au-delà, par exemple, quand on prend le master. J'aime bien le système LMD. Parce que c'est un système que tu commences avec la licence. Master, tu peux faire autre chose. N'est-ce pas? Le doctorat aussi, tu peux faire autre chose. Tout à fait. N'est-ce pas? Et donc, à partir de ce niveau, il faut identifier, en fait, ce qu'il nous manque comme compétence. Tout à fait. Pour espérer atteindre cette réussite-là et puis aller dans ce sens. Exactement. Donc, l'idée, en fait, ou bien l'idéal, hein, c'est de permettre à la personne elle-même de choisir ce qu'elle veut faire et puis de l'encourager dans ça, quoi. En fait, pour ceux qui ont les parents qui ont ce sens de compréhension de ces choses-là, en fait, c'est de discuter avec l'enfant, comprendre ce que l'enfant veut faire et puis l'accompagner dans ça, quoi. Bon, nous, on n'a pas eu cette opportunité, donc on a essayé de tracer le chemin en cherchant toujours là où c'est difficile donc, pour aller faire, et Dieu merci aussi, ça a payé. Donc, du coup, en fait, tous les chemins, l'essentiel qu'ils soient bien cadrés, bien suivis, s'ils sont très bien faits, ils aboutissent effectivement, ou bien ils peuvent aboutir à la réussite. Vous savez, en fait, là, je suis juste très curieux et j'ai envie de vous poser des questions. Mais ok, on a vu par exemple les éléments qui peuvent amener quelqu'un à réussir. Mais quelles sont par exemple les compétences qui peuvent amener quelqu'un à échouer dans ce sens? Bon, en fait, l'échec, hein, moi, j'aurais peut-être du mal à expliquer cela, ou bien je peux peut-être l'expliquer juste par le fait de l'inactivité, quoi. Mais parce que, en fait, l'échec, oui, quand tu te bats pas, mais l'échec, c'est assuré. Quand tu te bats pas, ou bien tu cherches toujours le raccourci, ou bien tu prends toujours le chemin facile. Et donc, du coup, mais tu peux pas, en fait, arriver. Donc, il faut dire que c'est le complément. Il faut complémenter la réussite pour retomber sur l'échec, quoi. Donc, en fait, tu n'as même pas besoin de compétences pour échouer. Donc, voilà. Donc, tu n'as pas besoin de compétences parce qu'en fait, le succès, lui, quel que soit le domaine que tu fais, quel que soit la compétence que tu as, si tu le fais bien, même si c'est l'éventail que toi tu vends, tu produis l'éventail pour vendre,
s'il est bien produit, bien fait, bien suivi, avec beaucoup de rigueur, tu vas réussir dedans. Ouais. Donc, c'est ça. Quel que soit le domaine, hein, il faut juste être structuré, bien savoir... Et faire un peu plus. Voilà, c'est tout. C'est un peu plus. Ouais, exact. OK. Après votre aventure à la Somaï, vous êtes lancé dans la grande aventure, dans le rêve, bon, appelons ça le rêve nigérien. Voilà, tout à fait. Netracom. Oui. Comment était l'aventure au début? Bon, au début, en fait, comme j'expliquais, c'est vrai que les difficultés, on les rencontre, hein, même si tout marche bien, en fait, il y a des zones, il y a des zones de turbulence, et donc qu'il faut vaincre et avancer. Et donc, du coup, comme je vous disais déjà, j'avais démarré avec des prestations. Durant mon préavis, déjà, j'avais 3 prestations qui m'attendaient. Et donc, du coup... c'était assez facile. Voilà, c'était assez facile. Bon, c'est vrai que dans chaque activité, tu vas rencontrer les difficultés, c'est tous les jours. Donc, c'est comme le quotidien. C'est le quotidien, hein. Sauf que quand quand tu rencontres une difficulté, mais donc, tu essaies de voir tous les moyens qu'il te faut pour pouvoir la vaincre et puis évoluer. Et donc, du coup, voilà comment Netracom de 2014 à aujourd'hui. Voilà, de 2014 à aujourd'hui, comment Netracom a évolué. Donc, avec un passage où j'ai eu le prix du meilleur jeune entrepreneur du Niger en 2016, suite aux compétitions qu'ils organisaient entre les salons de jeunes entrepreneurs et Orange à l'époque. Donc, j'ai eu ces prix. Et puis, bon, entre-temps, aussi, on avait fait beaucoup de prestations, même à l'international, quoi. Donc, voilà. Mais alors, pendant que vous gériez Netracom, comment était votre routine? Comment est-ce que vous assuriez, en fait, de bien gérer la société? Quelle était votre routine? Par exemple, ici, je connais des chefs qui viennent à 9h, il y en a qui viennent à 7h, il y en a, en fait, c'est l'après-midi qu'ils viennent. Bon, moi, c'est un peu différent. Vous savez, chacun a sa façon de pouvoir s'organiser et faire son travail. Donc, quelqu'un peut-être qui vient à 9h, peut-être il va bosser jusqu'à 20h ou bien 21h, 22h. Oui. Voilà. Donc, moi, pour moi, c'est un peu différent. Je préfère être plus matinal parce que j'avais aussi l'expérience de Somaïr. Donc, oui, du coup, voilà, moi, dès que après la prière de Subhi, donc tout au plus à 6h30, moi, je suis à mon bureau. Et donc, je bosse jusqu'à 14h30, 15h. Et à partir de 15h, je fais autre chose. Ah, d'accord. Voilà, donc même à Somaïr, c'est pareil. C'est vrai, à Somaïr, on dit l'ingénieur, il monte de 7h à midi, 15h, 18h. Et donc, au lieu de venir à 7h, moi, je viens tous les jours au boulot à 4h30, 5h. Oui, des fois, j'ai fait la prière de Subhi là-bas. Parfois, c'est après la prière de Subhi que je pars là-bas, quoi. En fait, bon. Sauf que là-bas, quand il faut aller, il y avait beaucoup de challenges à l'époque, donc il faut rester travailler pour avoir une grande quantité de travail afin de pouvoir vaincre les challenges définis. Et donc, pareil pour Netracom, je suis plus matinal et donc à partir de 15h, 16h, je peux faire autre chose. Et Netracom, vous faites quoi comme activité? Bon, on va dire c'est tout un groupe d'activités, hein. C'est tout un panel d'activités. On est sur tout ce qui est travaux miniers, tout ce qui est opération de dynamitage explosif, donc tout ce qui est génie civil, tout ce qui est laboratoire géotechnique. Donc, tout ce qui concerne l'électromécanique, le solaire, voilà. Ah oui. Voilà, tout ce qui concerne le forage et la géophysique. Donc, c'est vraiment tout un panel. En fonction de compétences acquises, on a essayé, en fait, chaque compétence de voir dans quel domaine on va la transformer en entrepreneuriat, ou bien en entrepreneur. Voilà, en entreprise du moins. Donc, chaque compétence, on essaie de réfléchir comment cette compétence, on va la prendre pour la transformer en une idée entrepreneuriale. OK. Voilà. Donc, voilà un peu comment Netracom a été. Monsieur Bilamine, maintenant, quand on vous voit, en fait, sur les réseaux, ce qui sort le plus, en fait, c'est le trading. Ouais. Genius Trading. Ouais. Comment a commencé votre aventure avec le trading? Le trading, déjà, c'est quoi? Parce que moi, je me souviens, il y avait 2 ans de cela comme ça, il y avait un ami qui parlait du trading. J'ai dit, bah, écoute, comment est-ce que tu peux générer de l'argent à partir de quelque chose que tu n'arrives pas à contrôler? Ouais. Le trading, pour moi, à ce moment, c'était de l'arnaque. Ouais. Mais vous êtes dedans. Vous êtes à l'aise dedans. Oui. OK. Donc, ce qu'il faut dire déjà avant le trading, j'étais recruté consultant international à la BOAD, là. Donc, Banque Ouest-Africaine de Développement, donc, qui a son siège au Togo et qui finance les pays membres de l'UMOA. Donc, du coup, ils m'ont recruté, je pense, mais c'était en 2021 comme consultant, donc en mine et énergie. Et donc, je faisais partie de l'équipe des experts qui partent pour évaluer les différents projets de l'espace UMOA dans le but d'investir, de financer des projets miniers. Et donc là aussi, j'ai été recruté. J'étais là en tant que
en train de diriger Nitracom. Donc, un beau jour, je me disais, maintenant, la seule chose qui me manquait, c'est d'avoir une expérience internationale. Parce que j'ai quitté Somaïr, je suis en train de diriger Nitracom, mais je suis encore au Niger. Toujours quoi? Maintenant, quelle activité va m'amener à l'extérieur? Donc ça, c'était un truc que j'avais programmé dans mon subconscient. Donc je voulais sortir, aller faire au moins 1 an, 2 ans à l'extérieur pour voir comment là-bas ça se développe. Ça se passait, et revenir encore continuer l'aventure Nitracom. Et d'un coup, un beau jour, j'étais là assis. Donc, il y a un monsieur qui me contacte. Il y a la BOAD qui recherche un consultant expert en mine et énergie. Donc, il a pensé que mon profil pourrait les intéresser. Et c'est comme ça que j'ai envoyé mon CV. Et c'est comme ça que plusieurs jours plus tard, ils m'ont contacté pour un entretien, tout ça. Et j'ai été retenu comme expert consultant à la BOAD. Et donc, du coup, durant toutes ces missions, donc, on voyageait pour aller dans plusieurs pays, histoire d'aller évaluer des projets. Et donc, c'est dans ce voyage-là que j'ai eu l'opportunité de croiser des traders à l'aéroport. Donc, en fait, on a tout de suite sympathisé, on échangeait avec eux. Et ils m'ont fait savoir qu'eux, ils sont des traders. J'ai dit, c'est quoi trader? La même question que toi, tu venais de poser. J'ai dit, c'est quoi trader? Ils m'ont dit non, que le trading, c'est un truc, d'achat-vente sur les marchés financiers, qui est basé sur les algorithmes mathématiques, mais qui est très difficile. C'est ça qu'ils font parce que ils ont déjà 8 ans, 10 ans d'expérience dans ça. Et donc, j'ai dit, mais quelque chose qui est basé sur l'algorithme mathématique qui est difficile. Donc, j'arrive pas à comprendre, en fait. Et donc, le jour là, déjà, à l'arrivée à destination, et donc, la nuit là, je m'étais scotché sur Google là, sur YouTube, pour faire des recherches pour voir c'est quoi exactement le trading. Donc, et puis bon, après, j'ai mis toute la curiosité dedans. Et donc, ça m'a permis tout de suite de comprendre que vraiment, c'est pas quelque chose de génie, hein. C'est vrai que le trading en lui-même, les gens le trouvent complexe. Mais bon, c'est effectivement un terrain qu'il faut aller tâter et puis effectivement se battre pour réussir dedans aussi. Et donc voilà comment je me suis retrouvé depuis des années trader. Et donc j'ai appris d'abord. Donc je me suis battu à chercher des informations parce qu'en trading en fait, il y a des informations de base que vous allez avoir, mais il faut aussi aller chercher faire d'autres recherches par vous-même pour découvrir certains outils qui vont vous aider à aller de l'avant. Et puis, il faut aussi trader, parce que quand vous allez aussi trader, ça vous permet de voir que vous avez des lacunes. Et donc, ces lacunes à travers le trading, si déjà vous avez une très grande base, vous allez tout de suite avancer. Comme on le dit, hein, il y a un penseur qui disait « A mistake increases your experience ». Encore, il dit « Your experience decreases the mistakes ». Oui. Voilà. Donc, en fait, le trading, quand vous commencez, dans un premier temps, vous avez des lacunes, donc vous allez faire des erreurs. Mais avec le temps, en fait, la somme de ces erreurs-là vont alimenter votre expérience. Oui. Donc, une fois que l'expérience atteint un certain niveau, les mêmes erreurs que vous faisiez avant, vous n'allez plus les commettre. Ouais, les erreurs bêtes, appelons ça comme ça. Voilà, exactement. Oui. Et donc, du coup, en ce moment, vous allez décoller dans le trading et vous allez faire des résultats exceptionnels. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, parfois, quand même, vous allez parler, quand vous voyez les traders, ils parlent de montants qu'ils ont générés. Certaines personnes, ils vont dire non, c'est du mensonge, c'est l'arnaque. Comment quelqu'un peut générer des montants assez costauds comme ça? Or, effectivement, il faut juste trader pour comprendre. Mais alors, j'ai un petit frère qui doit avoir 8 ou 9 ans. Oui. Il s'appelle Mohamed. Si par exemple, on devait expliquer le trading à Mohamed de manière franchement très simple et claire, dans un langage qu'il peut comprendre, c'est quoi le trading? Le trading, c'est juste achat-vente. Achat-vente de quoi? Oui, achat-vente des actifs financiers. Vous partez sur les marchés financiers, vous faites les achats, par exemple, de l'or, vous pouvez acheter l'or et vendre. Donc, c'est ça le trading. Oui, c'est ça. Vous achetez l'or, vous vendez sur les marchés financiers. Vous faites pareil, vous achetez le bitcoin, vous vendez, mais en temps réel. Mais comment on se fait de l'argent? Ah, voilà. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que pour se faire de l'argent, déjà, il faut avoir la base. Il faut savoir que pour pouvoir prendre une position sur les marchés financiers, il faut maîtriser ce qu'on appelle l'analyse technique, puis l'analyse fondamentale. Et donc, quand vous venez sur un marché, en fait, vous voyez, c'est les graphes. Si vous regardez France 24, parfois, on parle, voilà, les bougies, voilà, tout ça. Et donc, c'est des graphes. Quand vous venez, vous voyez, soit le graphe, il est en train d'aller en haut, ou il est en train d'aller en bas. Et donc, vous allez faire des analyses pour dire que, par exemple, le graphe, l'or là, il va aller en haut.
Donc, le prix de l'or va augmenter. Voilà, le prix de l'or va augmenter. C'est ça, vous allez faire l'analyse pour dire que le prix de l'or va augmenter et vous prenez vos positions. Et donc, quand le prix de l'or augmente, quand le prix de l'or monte, selon vos prévisions, selon les probabilités que vous avez calculées, et donc vous gagnez de l'argent. Mais si vous faites votre calcul, vous dites que le prix de l'or va monter et qu'au lieu qu'il monte, il chute, vous perdez de l'argent. Donc, c'est ça le trading en fait. Ok. Mais donc, c'est pas quand même du casino. Je vais essayer de reformuler. Voilà. C'est-à-dire, supposons que cette tablette, elle est sur le marché. Oui. N'est-ce pas? Et que actuellement, la valeur de cette tablette-là, c'est 200 000. Oui. Un exemple tout banal. Si j'achète cette tablette à 200 000 actuellement, et que dans une situation toute banale arrive, et que le prix de la tablette là revient à 300 000, et que je vous la revends. Donc, je me suis fait 100 000 francs. Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça se passe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Rien de méchant. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Sauf qu'en fait, ici, c'est des calculs de probabilité qu'il faut faire. On fait des calculs de probabilité parce que c'est le graphe. C'est soit l'or, comme vous dites, l'or ou bien le Bitcoin, c'est soit le Bitcoin prend de la valeur ou il crache. Donc, si vous faites votre analyse et que vous dites que non, le Bitcoin va cracher, maintenant, s'il crache, vous gagnez de l'argent en fait. C'est-à-dire quand le marché monte, vous pouvez gagner de l'argent. Quand le marché crache, vous pouvez gagner de l'argent. Mais seulement, il faut que vous arriviez à faire un calcul en amont. Vous faites l'analyse technique, l'analyse fondamentale et qui vont vous permettre de comprendre que, en fait, le marché financier, l'actif, si c'est une paire de devises, par exemple euro-USD va prendre de la valeur, donc euro-USD va monter, ou bien l'euro-USD va descendre. Et donc, en ce moment, vous rentrez en position, et quand vous rentrez en position, vous mettez le risque. Il y a ce qu'on appelle le risque, c'est un montant que vous calibrez, que vous mettez, le montant que vous investissez en fait. Parce que c'est là, par exemple, un exemple tout simple. Si vous décidez de vendre des tomates aujourd'hui, et donc vous allez partir au marché pour acheter, par exemple, le tomate de 20 000 pour venir revendre. Donc les 20 000 là que vous allez prendre pour aller acheter, c'est ça le risque. Parce que vous prenez le risque d'aller investir vos 20 000. Donc c'est exactement pareil en fait avec le trading. Quand vous dites que l'actif, il va prendre la valeur, donc après, il y a un montant que vous allez investir. Et donc, si pour acheter. Oui, pour acheter. Voilà, quand l'actif va prendre la valeur, et donc vous générez des fonds. Et s'il perd en valeur, là, vous perdez de l'argent. Mais si déjà, de par vos calculs, vous avez dit qu'il va cracher, et qu'il crache, vous gagnez aussi de l'argent en fait. Ok. Voilà, si vous avez prédit ça, si de par vos analyses, vous avez dit que le marché, il va chuter, et qu'il chute. Donc, tout en positionnant votre risque, votre montant investi, effectivement, vous gagnez de l'argent. Sauf que c'est pas du casino, en fait. C'est pas du casino. C'est des calculs. Oui, c'est des calculs. En fait, bon, il y a des gens qui viennent, ils le considèrent comme étant le casino. Quand tu le considères comme étant le casino, il va rester le casino pour toi et tu vas perdre de l'argent. C'est comme quand vous prenez l'exemple de QCM à l'école. Voilà, à l'école. Quand les enseignants ils font le QCM, donc on peut avoir quelqu'un qui n'a pas appris ses leçons, il peut avoir 18 sur 20, 20 sur 20. Il va être très content pour dire que non, lui, il n'a pas appris, mais il a eu 18 ou bien il a eu 20. Mais quelqu'un qui a appris aussi, il va avoir 20. Vous êtes d'accord avec moi? Mais sauf que le monsieur qui n'a pas appris, qui a eu 18 ou bien qui a eu 20, ça peut pas se répéter tout le temps. Si aujourd'hui il a eu 16, 18 ou 20, le lendemain, s'il vient faire du casino au QCM, il va avoir 2-3. Il peut se retrouver avec 2-3. Donc, c'est exactement ça. Donc, voilà. Il faut faire les analyses. Et donc, quand vous faites les analyses en amont, et ce sont les analyses-là qui vont vous permettre de comprendre si le marché va prendre la valeur ou bien le marché financier va perdre en valeur. Vous êtes dans le trading depuis quelle année? Bon, on va dire depuis 2022, 3 ans, 4 ans. 2022. Donc, voilà. Donc, quelle est la plus grosse, disons le plus gros montant que vous avez perdu en tradant? Bon, en tradant, en fait, c'est des 1000 et 1000 dollars plusieurs fois. En fait, vous pouvez perdre de 1000 dollars plusieurs fois. 600 000 plusieurs fois? Ouais, 600 000 plusieurs fois. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Et ça vous fait rien de perdre autant d'argent? Oui, ça fait rien au sens où, en fait, si vous mettez, par exemple, 50 dollars, vous gagnez de l'argent jusqu'à atteindre 1000 dollars. Donc, même quand vous allez perdre, c'est vrai que vous avez perdu 1000 dollars, mais le fait que vous avez investi au départ 50 dollars pour atteindre les 1000 dollars, ça va vous faire moins mal. Raison pour laquelle, en fait, même nos apprenants, nous les conseillons de démarrer avec un compte de 50 dollars. Donc, quand vous mettez 50 dollars, même si vous allez le perdre, vous perdez 50 dollars. Et ça fait, 50 dollars, c'est quoi? 30 000? Voilà, 30 000. Et donc, vous rechargez parce que c'est un début quand vous êtes débutant. Et donc, il y a de fortes chances que, parce que vous n'avez pas encore toute la maîtrise de toute la technologie ou bien de tous les outils qui sont autour du trading. Donc, quand vous êtes débutant, effectivement, vous êtes appelé à perdre. Et c'est bon même de perdre.
Donc, c'est bon de perdre dans un premier temps parce que c'est en perdant que vous allez encore découvrir d'autres pistes. Parce qu'en trading, quand vous perdez, il ne faut pas fermer pour dire non, j'ai perdu. Non, il faut analyser pour savoir pourquoi j'ai perdu. Donc, à chaque fois qu'on prend une position sur les marchés financiers, donc à la fin du verdict, si on gagne, il faut savoir déjà pourquoi on a gagné. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné? Si on a perdu, pourquoi on a perdu? Et ces informations-là, il faut les grouper dans ce qu'on appelle un journal du trading. Et donc, chaque jour que vous prenez une position, ou bien à tout moment que vous prenez une position, il faut alimenter votre journal du trading. Et donc, à un certain temps, donc c'est le journal du trading qui va être votre formateur. Et donc, du coup, en fait, il va vous empêcher de commettre certaines erreurs parce que déjà, certaines erreurs ont été commises en amont. Et puis, c'est des programmes, hein, c'est des programmes informatiques. Hein, donc, vous voyez, on parle des algorithmes. Et donc, du coup, il y a des choses qui se répètent. Donc, les gens qui n'aiment pas les maths, ils ne doivent pas aller faire du trading. Bon, je peux pas dire ça. En fait, même si vous faites pas les mathématiques, si vous battez, vous arrivez à le faire parce qu'on a vu des gens qui ont quitté l'école en seconde ou bien en troisième, mais après, ils sont battus, ils sont devenus des grands traders. Sauf que l'avantage des mathématiques, si vous êtes mathématicien ou bien vous êtes passionné de mathématiques, c'est que vous allez mettre moins de temps pour apprendre. Et pour comprendre aussi. Voilà, et pour comprendre. Et puis, vous allez avoir plus de rigueur. Donc, plus de discipline parce que pour être un grand trader, il faut avoir beaucoup de discipline. Donc, il y a un certain nombre de choses à respecter. Il faut que vous arriviez à les respecter. Et donc, la rigueur mathématique ou bien la passion mathématique peut vous amener effectivement à être carré pour pouvoir respecter les conditions. Parce qu'avant de prendre une position, c'est un concept que j'ai appelé dans le livre que j'ai conçu dans le domaine du trading, que j'ai appelé 5 étoiles. Donc, 5 étoiles, pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut 5 conditions. Moi, pour que je prenne une position sur le marché, il faut que je vois les 5 conditions toutes jumelées, présentes, avant de prendre les positions, ou bien une position. Si je vois que j'ai 4 conditions qui sont réunies, la 5e condition n'est pas réunie, je prends pas de position. Parce qu'en fait, c'est des calculs de probabilité. C'est safe, quoi. Oui, tout à fait. C'est des calculs de probabilité. Si la 5e condition n'est pas encore là, et donc vous allez prendre le marché peut aller contre vous. C'est pas par le fait que vous ne connaissez pas ou vous ne maîtrisez pas. Le marché financier, même si vous faites vos calculs de probabilité, il peut changer de sens. C'est pour ça qu'on a appelé. J'ai vu que c'est parce que j'ai essayé le trading avec un compte fictif, je l'ai créé. Ils m'ont mis quoi, $10,000. Oui, voilà. Et en one shot, j'ai perdu $300. Moi, ça m'a fait mal. Ouais. Parce que je me suis dit, ok, si c'était mon argent, j'allais perdre $300 tout bêtement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, les pertes, c'est normal parce que parfois, vous avez fait vos calculs de probabilité pour dire que le marché, par exemple, du Bitcoin, il va monter. Et donc, entre-temps, Donald Trump va sortir pour parler. Par exemple, ce qui a été fait en octobre, je pense, mais c'était aux environs, autour du 10 octobre. Donc, quand Donald Trump a décidé d'augmenter les taxes suite aux importations à la Chine, là, voilà, venant de la Chine. Et donc, tout de suite, le Bitcoin s'est cassé la gueule. Et donc, imaginez, vous avez pris une position, vous dites que le Bitcoin, il va monter parce qu'il était en train de monter. Vous avez pris une position, vous avez paramétré et donc vous avez investi, donc le montant est en train de partir. Et d'un coup, vous allez voir le graphe changer de sens par le fait que de notre côté, le président Trump, effectivement, il a effectivement imposé ces taxes-là. Et donc, quand on impose les taxes, de la façon dont il l'a fait, les entreprises vont perdre en performance aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle le SP500. Donc, c'est un indice qui regroupe qui regroupe 500 grandes entreprises aux États-Unis. Donc, tout de suite, cet indice-là, il s'est cassé la gueule. Et tout de suite, le Bitcoin aussi s'est cassé la gueule. Et donc, du coup, il y a même eu un trader qui s'est suicidé. Ah là là. Oui, parce qu'en fait, il a perdu, je pense bien plus de 70 millions de dollars. Oui, je pense un truc comme ça. Parce qu'en fait, lui, il s'est positionné. Et d'un coup, quand Trump avait parlé, donc, le marché s'est renversé. Oui, voilà. Donc, le marché s'est renversé. Et donc, du coup, le lendemain, on l'a trouvé mort dans sa Lamborghini. Il s'est tiré une balle dans la tête. avec son arme personnelle. Oui. Et ça, c'est bête quand même. Voilà, c'est vraiment bête. C'est vraiment bête, voilà, qui s'est passé ainsi. Et tout de suite aussi, en fait, il y avait un Chinois. C'est pour ça que les gens se parlaient de la fuite d'informations. Il y avait un Chinois, au moment où les gens étaient en train de se positionner pour l'achat, pour aller en haut, lui, il s'est positionné en sens contraire. Okay. Et donc, entre-temps, il y a eu l'information. Et donc, il a ramassé, je pense bien, 182 millions de dollars. Je pense qu'il y a des gens qui ont attaqué Trump par rapport à ça. Ils ont dit que, par exemple, Trump, il avait informé ses amis avant de prendre la décision. OK. Donc, c'est pour ça qu'en fait, certains pensent de fuite. Parce que, imaginez que il y a quelque chose dans cette salle, ou bien il y a un lion qui va regarder à travers la fenêtre là-bas. Nous tous, nous sommes en train de sortir
pour fuir la salle. Et on voit un monsieur tranquillement qui est en train de vouloir rentrer de la salle, quoi. Et donc, le monsieur, il rentre et puis on dit que non, il a tué le lion ou bien voilà, il a eu un gros truc. Donc, c'est exactement ça. Il y a un lingot d'or derrière. Voilà, il y a un lingot d'or qui est derrière et puis bon, voilà. Et donc, il a récupéré. Donc, du coup, le monsieur, au moment où les gens sont en train de faire l'achat, lui, il s'est positionné en vente. Et donc, du coup, il a ramassé tout de suite, en quelques minutes, plus de 180 millions de dollars. Mais c'est un trader chinois. C'est pas un domaine risqué, le trading? Bon, c'est pas risqué parce qu'en fait, déjà, c'est pour ça qu'il faut faire les analyses. Par exemple, qu'en trading, il y a des gens qui prennent un compte, et peut-être un compte qui est à un niveau assez bas, et ils le font grossir. Est-ce que vous faites ce genre de challenge aussi? Oui. En fait, moi, je l'ai fait tout récemment en septembre, là, parce qu'il y avait les nouveaux apprenants, les nouveaux génies traders qui allaient faire leur rentrée le 1er octobre, là. Et donc, pour leur permettre de comprendre comment ça se passe. Donc, j'avais fait des vidéos en temps réel pour les positions que je prenais. J'avais pris un compte qui avait évolué de $50 pour l'amener à $500. Okay. Et puis, de $500, le même compte a continué. Je l'ai amené à $10,000, puis à $12,000. 500 à 10 000. Voilà. Donc, le compte a évolué de $50 à $12,800. Donc, en l'espace d'un mois. Bon, là, c'est parce que c'est... En un mois? Oui, en un mois. Là, c'est parce que genre, il faut aller doucement pour montrer aux apprenants comment il faut faire. Sinon, même $10,000, tu peux le faire en une journée. Oui, c'est bien possible. Tu charges $1,500, tu peux le faire bouger à $10,000 le même jour. Mais l'autre compte, en fait, c'est un truc que j'ai fait exprès. Il fallait le faire bouger petit à petit pour montrer aux apprenants, en fait, voilà ce qu'il faut faire, comment il faut respecter la gestion des risques, faire évoluer le compte petit à petit. Donc, pour bouger de 50 à... Attendez, je fais le calcul rapide. $12,500. Oui. Tout banalement. Donc, si on calcule tout le par rapport à 560. Ouais. 7 millions. Oui. Donc, c'est bien possible grâce au trading. En fait, je me rappelais, il y a un ami trader qui vit en France, là. Il disait, en fait, c'est le seul métier qui te permet de gagner par jour le salaire de 5 Français réunis. Voilà, donc du coup, et effectivement, il a parfaitement raison. En fait, moi, depuis tout le métier que j'ai vu, c'est le seul métier, en fait, qui peut récompenser mieux l'intelligence. Parce que si vous êtes très fort dedans, et donc vous allez gagner énormément. Mais si vous n'avez pas de formation, vous ne maîtrisez pas, vous allez perdre énormément dans le trading. Il peut même vous ruiner, en fait. Donc, c'est pour ça que même dans les conférences qu'on fait, même dans les formations qu'on dispense, en fait, on conseille aux gens, quand tu sais que tu n'as rien, on ne cherche pas à trader. C'est quand c'est quand tu as les moyens, en fait. Genre, vous voyez, ici, quand on est fonctionnaire, on gagne un peu d'argent, on met de côté, après, on achète une parcelle. Donc, du coup, au lieu d'acheter la parcelle, en fait, l'argent, là, tu peux investir sur le trading et tu vas gagner peut-être 20 parcelles ou bien 10 parcelles au lieu d'avoir une parcelle qui va faire 20 ans. Et donc, du coup, en fait, c'est dans ce sens que le trading a un sens. Donc, mais les jeunes, ils ont une autre façon de voir les choses. Donc, parce qu'ils ont vu un trader exposer ses voitures sur les réseaux sociaux ou bien exposer ses voyages sur les réseaux sociaux. Et donc, tout de suite, ils vont venir dans le domaine du trading pour vouloir s'enrichir. Et aller à fond. Voilà, pour vouloir s'enrichir tout de suite, gagner beaucoup de millions. Et donc, le trading n'aime pas ça. Le trading, en fait, si tu te précipites pour vouloir gagner tout de suite de l'argent, tu vas perdre tout de suite et puis tu vas être ruiné. Et donc, vous savez bel et bien que le meilleur ennemi de la précision, c'est la précipitation. Et donc, du coup, quand il s'agit, par exemple, de prendre un trade 5 étoiles, un trade où il y a 5 conditions qui sont réunies pour pouvoir entrer en position. Donc, quelqu'un qui veut s'enrichir tout de suite, donc même quand c'est 4 conditions qu'il va avoir, et lui, il va vouloir rentrer tout de suite, il va dire non, ça fait rien, ça peut marcher. Et donc là, effectivement, c'est pas du casino, et ça te chicote sérieusement. Est-ce que vous formez des gens en trading? Supposons que moi, je veux apprendre, je veux me faire des millions. Bon, je vais me former et me faire les millions après. Est-ce que vous formez des gens en trading? Oui, déjà, en fait, je vais te corriger. Il ne faut pas dire que je vais te faire des millions, parce qu'en fait, dans un premier temps, il faut considérer le trading comme étant une passion. Il faut considérer le trading comme étant, vous faites les jeux d'échecs et maths. Donc, il faut le considérer comme étant un jeu de passion où même si il n'y a pas d'argent dedans, je peux le faire. Et donc, c'est en ce moment-là que le trading va être bénéfique pour vous. Mais si vous venez juste parce qu'il y a l'argent dedans, pour gagner de l'argent,
là, vous n'allez pas réussir. Donc, il faut le considérer comme une passion, comme un jeu que vous maîtrisez, qui même s'il n'y a pas d'argent, vous pouvez le faire. Et en ce moment-là, vous allez le faire. Parce que le trading intègre beaucoup l'émotion, il intègre beaucoup les émotions, la psychologie. Et donc, du coup, face à l'argent, quand vous êtes en train de prendre une position, vous allez voir votre argent en train de fluctuer. Il est en train d'aller à $1,000, à $5,000, mais les émotions qui vont se générer, vous aurez du mal même à imaginer. Quand un jour vous allez être en face de quelqu'un qui est en train de prendre une position, vous serez surpris de comment il se comporte face à l'argent qui est en train d'aller en haut. Ou des gens peut-être qui auront peur, je me dis. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui ont peur. Dès qu'ils voient que ça part dans le sens négatif, ils coupent. Dès qu'ils voient que ils sont en train de perdre $50, $100, moins $100, ils vont couper. Or, en fait, c'est pour ça qu'il faut faire les analyses. Il faut faire l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Quand vous faites vos analyses, de par vos analyses, parce qu'en fait, il y a d'abord l'analyse technique, où c'est les graphiques que vous allez analyser, vous combinez avec les indicateurs. L'analyse fondamentale, c'est d'avoir une maîtrise sur toutes les informations qui se passent dans le monde entier. Donc, par rapport à l'actif que vous êtes en train de trader. Si vous êtes en train de trader euro-USD, il faut que vous ayez toutes les informations sur l'économie, sur la finance au niveau de la zone euro et avoir aussi toutes les mêmes informations au niveau de Grande-Bretagne. Ah, bon, je parle de euro-USD. Voilà. Donc, euro-USD, en fait, il faut avoir toutes les informations sur l'économie et finance au niveau de la zone euro et avoir les mêmes informations en fait au niveau aussi des États-Unis. Donc en termes de finances, économie, et donc c'est sur la base de ça, à l'issue de l'analyse fondamentale, vous allez avoir une idée sur la direction de la paire. Si la paire de devises va prendre la valeur ou bien la paire de devises va perdre en valeur. Et vous combinez avec l'analyse technique, donc le graphique que vous avez analysé avec les indicateurs, vous matchez les deux. Et si toutes les deux là disent que le prix va aller en haut, en ce moment-là, vous faites un achat pour aller en haut. Donc, avec une probabilité, par exemple, de 70-80%. Elle n'est jamais 100% en trading. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir derrière une meilleure gestion du risque. Le montant que vous allez risquer, il faut toujours risquer le montant que vous pouvez perdre. Il ne faut jamais risquer le montant que vous ne pouvez pas perdre. Un exemple, quand vous sortez maintenant en ville, vous rencontrez un mendiant, vous allez peut-être lui donner 100 francs ou bien 500 francs, mais quelqu'un va donner 10 000 francs au mendiant parce qu'en fait, lui, il peut perdre les 10 000. Mais quelqu'un, quand il va donner les 10 000 francs au mendiant, il va pas dormir. Donc, c'est exactement ça, les marchés financiers. Et donc, les marchés financiers, la gestion des risques est très importante. Il faut risquer le montant que vous pouvez perdre. Donc, le montant que vous allez investir, il faut que ça soit un montant, ou même s'il ne revient pas, et donc, du coup, ça vous fera moins mal. Oh, mais là, du coup, parce que je comprends que c'est un peu comme un job à temps partiel. Oui, il y a des traders qui ont fait de ça un métier à 100%, mais effectivement aussi c'est permis aux gens qui travaillent de le faire en temps partiel. Il y a des gens qui vont te trader toute la journée, tous les jours, même les nuits. Il y a des gens qui vont trader à 1h du matin. Et vous conseillez de faire ça? Oui, en fait, si la personne n'a le job que le trading, il peut le faire, mais seulement on conseille toujours de prendre une seule position par jour. Moi, personnellement, quand je viens devant les graphiques, je prends une seule position par jour. Au plus de positions. Genre, parfois, tu peux prendre une position. Quand vous prenez la position, le marché peut ne pas vous donner raison. Il part dans votre sens, dans le sens contraire, en fait, au sens que vous avez calculé. Et donc, quand il part dans votre sens, après avoir touché votre stop loss, il y a un truc qu'on appelle stop loss qu'on va paramétrer, le montant que vous perdez. Juste après avoir touché votre stop loss, et vous allez voir le marché va retourner dans le sens que vous avez calculé. Et donc, en ce moment, donc je perds le petit montant ici parce qu'il a touché mon stop loss. Là, automatiquement, quand je vois que le marché est en train de me donner raison, je me repositionne pour entrer en position. Et en ce moment-là, le montant que je vais générer, ça va être de loin plus que le petit montant que j'ai perdu. Donc, en fait, en trading, les pertes font partie du métier. Les pertes font partie du métier. Donc, comme je vous explique, en fait, c'est comme un revendeur de tomates. Quand vous prenez un revendeur de tomates, même s'il a 30 ans d'expérience, il va toujours avoir des tomates qui seront pourries, qu'il va jeter. Mais cela ne va pas l'empêcher, en fait, de générer un bénéfice à la fin de l'exercice. Donc, c'est exactement ça le trading. Il faut que vous ayez une maîtrise sur le montant que vous perdez. Donc, vous le calculez, c'est un montant dérisoire que vous pouvez perdre. Mais maintenant, quand il s'agit de gagner, vous gagnez le maximum. Mais quel est l'impact en fait sur le mental du trader? Parce que j'imagine si on peut se faire 7 millions en un coup, alors que à côté il y a quelqu'un qui doit bosser toute la journée pour se faire peut-être 500. Oui. Genre, je me dis que ça a sûrement un impact en fait sur comment on voit l'argent.
Oui, c'est ça. En fait, vous allez avoir l'argent vraiment comme étant quelque chose qui n'a pas qui n'a pas une grande importance, quoi, en Qui fait. n'a pas Parce de que, valeur. voilà, qui n'a pas trop de valeur. Parce que vous voyez, c'est pour ça que les gens, ils ont, parce que quand ils font le trading, ils génèrent beaucoup de fonds, mais personne ne le voit. Ils ont l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de montrer sur les réseaux, voilà, que voilà, ils ont 10 voitures, ils ont 5 voitures. Parce ils ont tellement eu d'argent qu'ils ont envie de montrer. Donc, ça leur permet peut-être de compenser un peu leur mental, voilà, en le faisant. Et quelqu'un, un abruti qui va les voir, il va dire, ah non, non, donc dans le trading, là, il y a l'argent, il faut que je parte, trader. Et donc, effectivement, le trading, déjà, on ne le conseille pas à quelqu'un qui n'a pas de sources, voilà, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas une source de revenus. Et donc, parce qu'en fait, tu as un travail, l'argent que tu gagnes, tu prends un peu, tu investis. Et donc, aussi, quand tu es sous pression, on te déconseille de prendre des positions. Sous pression, comment? Genre, par exemple, tu es là, tu dois payer ton loyer. Par exemple, nous sommes le 25 du mois de décembre, là. Tu dois payer ton loyer en fin décembre. Tu dois payer, par exemple, 200 000. Et tu vas dire, ah non, j'ai 30 000 là, je vais aller trader pour sortir le 200 000, comme ça, je règle le loyer. Sachez qu'il y a de fortes chances que vous ruinez les 30 000. Parce qu'en fait, déjà, quand vous partez avec une pression. Et vous partez avec un montant, un chiffre dans la tête, les 200 000. Et donc ça va vous faire effectivement... Oui, ça va donc en fait, pour être un bon trader, il faut déjà avoir l'esprit calme, posé, pour prendre des décisions en fait bien calculées, réfléchies. Voilà, bien éclairées. Et donc du coup, quand vous venez prendre une position, il ne faut pas dire que non, j'aimerais gagner tel montant. Dès que vous fixez un montant dans votre tête, l'échec est assuré. Par exemple, vous allez voir, en fait, un moment, vous êtes en train de gagner de l'argent. Donc, le trading évolue très bien, le trade évolue très bien, la position évolue très bien. Vous arrivez, par exemple, à $480. Et vous allez dire, non, je vais attendre quand ça va être $500, je vais couper. Donc, le trading n'aime pas ça. Donc, si ça atteint 480, 490, coupez et empochez votre argent. Il peut aller à $499 et il rentre pas dans les 500, il change de sens. Oui, et on perd. Il change de sens et d'ailleurs, il peut même aller vous bouffer en négatif. Oui. Donc, il faut pas se mettre une pression de fixer une barrière. Donc, dès que vous gagnez un montant selon votre analyse, il y a là où on positionne ce qu'on appelle le take profit, où dès que votre profit atteint là-bas, vous coupez. Même si c'est $499, ça n'a pas atteint $500, c'est pas la beauté qu'on regarde, mais plutôt c'est le résultat, en fait. On veut juste des traders qui sont rentables, pas des traders non rentables, quoi. Et du coup, est-ce que vous formez les gens? Est-ce que vous formez les gens? Oui, bien sûr. Donc, on forme les gens. La première promotion a démarré le 1er octobre. Là, ils ont fini en fin novembre. Et la deuxième promotion va commencer la semaine d'avenir, le 24 décembre, là. Donc, pour 2 mois aussi. Et donc, déjà, la première promotion, ils ont fini leur formation de 2 mois parce qu'il faut faire 2 mois, soit 2 séances par semaine, mercredi, vendredi, de 18h à 20h. Et donc, après les 2 mois de formation, on les met dans un groupe qu'on a appelé Communauté de génie trader, où on les fait un suivi à vie, où on fait des réunions les vendredis pour faire des analyses, où ils ont fait des analyses, il y a des erreurs, on les corrige, ou bien parfois on prend des positions ensemble. Et donc déjà, ceux qui étaient sortis de la première promotion, ils ont commencé à générer des fonds. Ah oui? Oui. Il y a ceux qui ont généré, il y a un qui a généré $9 000 en une journée, oui. Il y a un qui a généré $9 000 en une journée sur l'or. Tout récemment, il y a quoi? Il y a juste 10 jours. Donc, il y a ceux qui sont encore sur la partie démo. Donc, où c'est effectivement, c'est de l'argent qu'on te met, mais fictif pour apprendre. Parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps avec leur travail. Parce que le trading, en fait, pour pouvoir apprendre, il faut avoir suffisamment de temps, se concentrer, maîtriser tout le concept et prendre des positions. Certains, par le fait qu'ils travaillent beaucoup, donc ils n'ont pas suffisamment de temps pour maîtriser. Et donc, du coup, ça va les prendre des mois, 6 mois, 1 an, le temps de maîtriser. Et même, ils vont venir après prendre des positions en réel et gagner. Mais bon, certains d'entre eux arrivent à prendre des positions en démo, où on te met de l'argent fictif, par exemple $10 000, juste pour voir comment tu vas paramétrer, faire les mêmes erreurs, faire les mêmes erreurs, et puis après tu vas corriger tes erreurs. Mais on veut pas que la personne dure sur la partie démo, parce que quand tu dures sur démo, après tu auras du mal à faire le réel, parce qu'en démo il y a pas d'émotion, c'est pas ton argent, c'est de l'argent fictif qu'on t'a mis. Donc même quand tu perds ou bien tu gagnes, tu sens rien. Alors que en réel, si tu perds $100, ça te fait mal. Donc, mais du coup, est-ce qu'il y a un numéro à contacter pour les gens qui sont intéressés pour être formés?
Oui, il y a donc notre numéro. Je ne sais pas si on va le laisser ou bien on va le mettre en bas. Voilà, donc il faut nous contacter sur ces numéros. Okay. Et donc nous sommes disponibles en fait pour la formation en présentiel et disponibles aussi pour la formation en ligne à travers Zoom. Suite à la demande des gens qui sont à l'intérieur du pays et à l'extérieur, on a décidé aussi d'ouvrir ce volet pour permettre aux gens qui sont à l'extérieur de pouvoir apprendre le trading et devenir des traders rentables sur les marchés financiers. Mais d'office, quand même que les gens sachent que ce n'est pas de l'arnaque. Oui. C'est de l'argent qu'on peut toucher, qu'on peut dépenser. Oui. Donc, si on se fait 10 000 $, on peut prendre, acheter une voiture, tout banalement. Bien sûr. On peut gérer des trucs à la maison. Et c'est pas ce qu'on voit à la télé. C'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, c'est des faux comptes qu'ils créent, des faux résultats, n'est-ce pas? Ils louent des voitures, etc., juste pour montrer qu'il y a de l'argent, pour espérer vendre des formations. Oui, exact. Mais à côté, il y a des gens qui se font vraiment du profit. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et voilà, donc en ce moment, c'est-à-dire que nous, on conseille même quand la personne prend des positions, quand elle génère un fonds, même si c'est $10, $20, $30 ou $100, d'aller faire le retrait. Parce que quand vous allez faire le retrait, de votre argent, vous touchez en cash. Vous savez qu'en fait, ça, c'est du palpable et c'est du réel. Et vous retirez ça ici au Niger? Oui, on peut retirer à travers la carte Visa. Donc, vous retirez votre argent sur la carte Visa. Directement à partir de la plateforme de trading, vous pouvez faire un retrait sur la carte Visa. Et puis, si vous voulez investir pour trader, à partir de la carte Visa, vous alimentez effectivement la plateforme. Voilà, pour pouvoir trader. Ça, c'est intéressant. Ouais. Bon, je pense que moi, vous allez me former personnellement. Hein. OK. Inch'Allah. Inch'Allah. Tout à fait. Merci, M. Bilaminou. OK. Merci d'être passé chez Excellence. Merci beaucoup, Hamid. Merci pour l'accueil et puis pour la disponibilité pour cette belle émission.